Allez, c'est parti. Je vais tâcher de débunker tout ce qu'on peut entendre sur le CRFPA. En tout cas, moi, j'ai dressé une liste. Je vais aborder la liste point par point, pardon. Et ensuite, à la fin, ben, je vous inviterai à me poser des questions si toutefois vous voulez que je débunk des choses que vous avez entendues et qui ne font pas partie de ma liste. Alors, première chose que j'ai entendue et qu'on entend partout sur le CRFPA, si tu ne bosses pas 20 heures par jour, tu ne l'auras jamais. Alors ça, évidemment, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des candidats au CRFPA qui ont des profils, qui peuvent avoir un profil totalement différent de l'étudiant en droit classique, je dirais, et ça peut être des candidats qui sont en reprise d'études et donc qui ont déjà un job à temps plein ou à temps partiel et qui en plus peuvent être parents. Et ces personnes-là ont déjà un job à temps plein, à temps partiel et ont des enfants desquels ils doivent s'en occuper. Donc évidemment, ils ne peuvent pas consacrer 20 heures par jour au CRFPA, ni même 10 heures, ni même 8 heures, ni même 7 heures, ni même 6 heures par jour. Et pourtant, ces personnes, ces candidats réussissent le CRFPA. Et je parle par expérience et parce que j'ai des élèves de ma prépa dans ce cas de figure, et il n'y a pas que des élèves de ma prépa. J'ai des élèves de ma prépa dans ce cas de figure qui réussissent le CRFPA dans ces conditions. Et aussi, il y a quelque chose que vous allez entendre, enfin surtout, c'est que vous allez avoir tendance à vous comparer les uns les autres parce que chacun va expliquer comment il procède pour réviser. Et un étudiant qui a du temps, bah forcément, un candidat qui a du temps, bah forcément, il va consacrer beaucoup de temps au CRFPA. Donc plus tu as du temps libre, plus tu vas le consacrer au CRFPA, c'est logique. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps que tu y consacres, malheureusement, va te permettre de l'obtenir plus facilement. Et à l'inverse, celui qui y consacre moins de temps, ça ne veut pas dire qu'il a moins de chances d'obtenir le CRFPA. Heureusement, j'ai envie de vous dire, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, travailler beaucoup d'heures, c'est pas une stratégie. Ça ne veut pas dire que tu travailles intelligemment, ça ne veut pas dire que tu travailles les bonnes matières et ça ne veut pas non plus dire que tu es productif. Donc, si tu ne bosses pas 20 heures par jour, tu ne l'auras jamais. Ça n'existe absolument pas. Il y a autant de temps de travail que de personnes qui passent le CRFPA. Ensuite, ce qu'on entend très souvent, c'est sans prépa, c'est impossible de réussir. Je suis la preuve du contraire puisque j'ai réussi le CRFPA après avoir obtenu mon M1. J'avais même pas de M2 et je l'ai réussi du premier coup sans prépa et en travaillant à McDo à côté. Donc, il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas-là. Et d'ailleurs, dans ma prépa, il y a un étudiant qui est devenu avocat maintenant et qui a eu le CRFPA du premier coup sans prépa et qui explique dans le cadre d'une vidéo comment il avait préparé son code. Alors, son code pénal, mais sa technique s'applique quels que soient les codes et les spécialités. Comment il avait réussi à préparer son code pénal pour se préparer. Donc, il explique son parcours et comment il a fait. Nous ne sommes pas les seuls à avoir réussi le CRFPA sans prépa. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu as une prépa que c'est gagné d'avance. Et souvent, le piège dans lequel vous tombez, c'est que le fait que vous ayez une prépa, vous vous laissez porter par la prépa et vous ne réfléchissez pas par vous-même à votre préparation, alors que c'est ça que vous devriez faire. Vous devriez d'abord réfléchir stratégiquement à la manière dont vous allez vous préparer en fonction de vos disponibilités, de vos indisponibilités et surtout de votre niveau dans chacune des épreuves parce que vous n'allez pas tous vous préparer de la même façon. Or, les prépas vont tous vous préparer de la même façon. Donc, sans prépa, c'est impossible de réussir. Vraiment, loin de là. Et d'ailleurs, même avec une prépa, ça ne veut pas forcément dire que vous allez automatiquement réussir. Vous allez devoir, moi, je vous conseille de mettre en place votre propre stratégie, prépa ou pas, quoi qu'il arrive. Ensuite, je, je continue. Impossible de bosser à côté et d'avoir le CRFPA. Bon, bah ça rejoint totalement ce que j'ai dit en première partie. Si tu ne bosses pas 20 heures par jour, tu l'auras jamais. Je travaillais à McDo.
Donc, ça veut dire que la journée, je révisais le CRFPA et le soir, jusqu'à très tard, je travaillais à McDo et je travaillais à McDo les soirs et les week-ends. Donc, je n'avais pas de jour off parce que quand je bossais pas le CRFPA, j'étais à McDo et quand j'étais à McDo, je bossais pas le CRFPA. Bref, ça ne s'arrêtait jamais. Je ne suis évidemment pas la seule à bosser euh, et à avoir eu le CRFPA. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de candidats, et c'est des candidats de ma prépa aussi, qui bossent dans le droit. Moi, pour le coup, je bossais pas dans le droit. Mais il y a beaucoup de candidats qui bossent dans le droit. Et le fait de bosser dans le droit est une force, à mon sens, pour pouvoir réussir le CRFPA. Pourquoi? Parce que souvent, les erreurs que vous commettez, que je constate dans vos copies, alors surtout en droit des obligations, mais ce qui s'applique en droit des obligations s'applique aussi dans les matières de SP quand même. Souvent, vous donnez des réponses qui sont trop scolaires, et c'est normal parce qu'on vous a jamais appris à réfléchir de manière pragmatique et professionnelle comme ça se passerait dans la vraie vie. Et le fait d'avoir déjà travaillé que ce soit dans le droit ou pas, eh ben, ça vous permet de réfléchir différemment et d'aborder différemment les raisonnements. Donc, pour moi, à mon sens, c'est une force de bosser à côté pour pouvoir avoir le CRFPA. Ensuite, qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Il faut 2 ans pour se préparer si tu n'as pas fait de L1. Sous-entendu, il faut 2 ans pleins si tu n'as pas fait de L1 pour rattraper les pauvres cours que tu as eus en L1, parce que souvent, il y a des candidats qui ont intégré le droit en L2, ça arrive vraiment souvent, et on va te dire, en fait, c'est les prépas qui vont vous dire ça, qui vont dire, bah, si tu n'as pas fait de L1, il faut te préparer en 2 ans. Pourquoi ils vous disent ça? Bah, parce que du coup, ils vont vous facturer pendant 2 ans et ça va leur faire gagner plus d'argent. Donc évidemment, c'est faux. Et on a un niveau intellectuel aujourd'hui qui nous permet de rattraper un retard si toutefois on n'a pas fait de L1, d'autant que on n'a pas toutes les matières de L1 à rattraper, mais juste celles qui concernent le CRFPA. Qu'est-ce que j'ai encore entendu d'autre? Alors là, c'est un petit peu du même acabit. Si tu fais ta prépa chez nous pendant 2 ans, tu as 80% de chances d'avoir le CRFPA. Ça, c'est des élèves hein, qui me le disent quand je les ai au téléphone parce que parfois, moi, c'est les élèves qui font une demande à ce que je les appelle parce qu'ils veulent des précisions sur ma prépa. Donc déjà, c'est pas moi qui les appelle, je fais pas de forcing quand bien même j'ai leur mail, j'ai leur numéro de téléphone. Donc, c'est eux qui m'appellent et qui me posent des questions. À l'inverse, les autres prépas, si vous leur donnez vos coordonnées, ils vont vous rappeler et ils vont vous dire ce genre de choses. Donc, être avocat, c'est aussi avoir un esprit critique, je pense. Et ça commence dès à présent. Donc, si tu fais une prépa chez nous pendant 2 ans, tu as 80% de chances d'obtenir le CRFPA. Alors pourquoi on vous dit ça? Eh bien, c'est pour vous facturer plus et pour que la prépa gagne plus d'argent, tout simplement. Mais en toute logique, je ne vois pas pourquoi se préparer pendant 2 ans va te donner 80% de chances d'obtenir le CRFPA. D'ailleurs, c'est des statistiques qui sont totalement sorties de leur chapeau. Toutes les prépas donnent des statistiques de réussite, alors même que c'est invérifiable et que leurs statistiques, si on fait des maths, eh bien, c'est faux, puisque chaque année, il y a 25% de réussite au CRFPA et la quasi-totalité des étudiants passent le CRFPA avec une prépa et eux, bah, grâce à eux, tu as 80% de chances de réussir. Bon, bah non, puisqu'il y a 25% de réussite, tu ne peux pas avoir 80% de chances de réussir. Voilà, c'est n'importe quoi, ni même 70, ni même 60, ni même 50. Je suis désolée, mais moi, je fais des maths et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Alors, ce que j'entends également, tu vas tomber de très haut si tu ne travaillais pas beaucoup avant. Sous-entendu, là, il va falloir travailler énormément le jour, la nuit. Ça rejoint si tu ne travailles pas 20 heures par jour, tu ne l'auras jamais. Et tu vas tomber de haut si tu ne travaillais pas beaucoup avant. Sous-entendu, bah, ta méthode de travail est plus adaptée. Bah, si tu ne travaillais pas beaucoup avant et que tu prétends à passer le CRFPA, ça veut dire que tu as soit un M1, soit un M2 en droit. Si tu travaillais pas beaucoup avant, bah visiblement, c'est que tu es efficace, c'est que tu es productif et c'est que tu es un élève brillant
pourquoi changer des habitudes qui gagnent? Donc, si tu travaillais pas beaucoup avant, oui, il va falloir travailler un peu plus pour le CRFPA, évidemment, parce que le programme est très dense, etc. Mais il va pas être nécessaire de révolutionner toute ta méthode de travail que tu as mise en place depuis 4 ou 5 ans déjà. Donc, dès que vous avez quelque chose qui fonctionne, vous le gardez, on ne change pas quand ça fonctionne. Ouh là là, alors ça, un autre truc que j'entends vraiment souvent, l'aspect pénal, c'est la plus facile, donc prenez l'aspect pénal. Donc, il y a des préparateurs qui vous conseillent de prendre l'aspect pénal parce que c'est plus facile. Ouais, mais si tu veux pas faire de droit pénal, si tu n'as jamais fait de droit pénal et que tu veux pas faire de droit pénal parce que c'est l'aspect la plus facile, soi-disant, tu vas prendre cet aspect qui n'a aucun sens par rapport à ton projet. Et puis, si tu veux faire par la suite, je sais pas, du droit civil ou du droit des affaires, ben, comment tu vas faire pour commencer à travailler dans un cabinet qui fait du droit civil ou du droit des affaires si tu as choisi l'aspect pénal que tu n'aimes pas, mais parce que c'est plus facile? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument pas entendable et je vois pas en quoi l'aspect pénal est plus facile que les autres spé. Je vais vous dire une vérité. Pour les spé, malheureusement, c'est la grosse. Je trouve que c'est la roulette russe. Parce qu'en fait, en droit des obligations, c'est moins la roulette russe qu'en spé, parce qu'en droit des obligations, il y a un seul sujet, c'est le même que pour tout le monde. Pareil pour la note de synthèse. En procédure, c'est un peu plus facile que l'ESP et que le droit des obligations. Et il y a trois sujets différents, ce qui n'est pas non plus un truc de fou. En revanche, en SP, il y a beaucoup de spécialités. Donc, il va y avoir beaucoup de professeurs qui vont différents, qui vont préparer les sujets et qui vont les corriger. Donc, les marges de différence, elles sont plus grandes, malheureusement, pour les SP. Et il y a des gros écarts de notes entre chacune des spé, et ça, c'est le cas tous les ans, malheureusement, c'est le hasard. Voilà, il n'y a pas, comme dans tout examen, c'est pas juste, je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer et qu'on doit accepter, et que comme dans tout examen, il y a une part de hasard. Donc non, l'aspect pénal n'est pas plus facile que les autres spé. Et puis en plus, le fait de se dire ça et de choisir sa spé comme ça, pour moi, à mon sens, ça c'est une technique de quelqu'un qui n'a pas la gagne. Parce que, enfin, si tu as la gagne, tu choisis l'aspect que tu as envie de faire et celle qui te correspond et celle qui correspond à ton projet futur. Enfin, si tu veux être avocat et que tu commences à faire des choses parce que ça te semble plus facile, bah, quand tu as un client qui va venir te voir, tu vas lui dire, ah bah non, monsieur, votre dossier est trop difficile pour moi, je ne sais pas faire. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Ah oui, les prépas annuelles qui commencent en janvier. Ça, c'est la meilleure stratégie à adopter. Voilà ce qu'on va vous dire. Bon, déjà, une prépa annuelle qui commence en janvier, bah, de janvier à septembre, bon, bah, il n'y a pas 12 mois, comme vous le savez, dans une année, il y a 12 mois. Pourquoi elle commence en janvier plutôt qu'en septembre? Eh ben, parce que eux, ça leur permet de payer des enseignants pendant moins longtemps sur une période plus courte. Donc, on vous fait croire qu'une prépa annuelle, ça commence en janvier. Mais non, ça, c'est du marketing pur et dur. Aussi, ce n'est pas parce que leur prépa, les grosses prépas, les prépas annuelles commencent en janvier que vous devez commencer votre préparation en janvier. Vous commencez votre préparation quand vous avez envie de la commencer et il faut que ça corresponde, que vous créiez un planning qui correspond à votre situation, à votre disponibilité. Et non pas parce que les autres prépas ont décidé de commencer la préparation en janvier. Et après, en fonction du moment, c'est ce qu'on fait chez moi, en fonction du moment où tu choisis de te préparer, si tu te prépares à 12 mois, à 8 mois ou à 6 mois ou à 4 mois, eh ben, ta façon de te préparer sera forcément différente et ton planning sera différent. Mais c'est pas parce que les prépas annuelles commencent en janvier que tout le monde doit commencer à débuter la préparation au CRFPA en janvier. Vous pouvez la débuter quand vous avez envie. Qu'est-ce que j'entends d'autre? La prépa estivale qui commence en juillet, c'est suffisant. Bon, déjà chez moi l'été, ça commence avant le mois de juillet. Pour le coup, moi, ma prépa estivale, elle commence le 15 juin, c'est du 15 juin au 31 août. Ensuite, la prépa estivale, c'est suffisant, mais c'est suffisant pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et souvent, vous commettez l'erreur, et ça je le sais, c'est les retours que j'ai des étudiants quand on échange.
Vous commettez l'erreur de croire que parce que vous êtes en M1 ou en M2 ou parce que vous travaillez, l'idéal va être de condenser votre préparation l'été. Alors même que si toutefois que vous soyez en M1 ou en M2, si votre planning n'est pas surchargé, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à prendre de l'avance sur votre préparation au CRFPA sans vous buter pour pouvoir être prêt l'été à intensifier votre préparation, parce que l'été, c'est ça. Le but de l'été, ça va être d'intensifier et surtout de finaliser sa préparation. Et euh, par ailleurs, par rapport au fait de se préparer que l'été, c'est là aussi souvent que les étudiants tombent dans le piège, parce que si tu veux, effectivement, il y a des prépas qui existent que pour l'été. Et d'ailleurs, moi, je propose une prépa estivale. Mais pour moi, la prépa estivale ne correspond pas à tout le monde. Et je pense qu'il faut être prêt pour la prépa estivale parce que tous les formats de toutes les prépas estivales, généralement, ça va être des entraînements. Mais pour pouvoir s'entraîner et être efficace dès les premiers entraînements, bah, vos cours, vous devez les connaître un minimum. Et ça, et en plus, vous devez faire des notes de synthèse qui vont durer 5 heures. Ben, du 1er juillet au 31 août, on ne peut pas élargir le temps et les heures qui sont à notre disposition. Donc, faites bien attention à ça. Réfléchissez bien en amont à votre préparation et à votre stratégie. Est-ce que la prépa estivale, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond? Est-ce que vous ne pouvez pas faire un mix en commençant à vous préparer avec des fiches avant l'été pour pouvoir être vraiment prêt lorsque vous allez avoir une prépa estivale, quelle qu'elle soit? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à étaler votre préparation pour pouvoir augmenter en fait graduellement? Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les étudiants qui ont des prépas estivales se rendent compte qu'ils ne parviennent pas à suivre le rythme des prépas estivales parce que les entraînements sont trop intensifs, sont trop longs. Souvent, les prépas vous donnent des... Alors, chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Je vous donne des sujets que vous pouvez réaliser en 3 heures ou en 2 heures. Point. Et les corrections, c'est des corrections de 5 à 6 pages d'ordi. C'est ce que vous pouvez écrire à la main, rien de plus, rien de moins. J'ai pas besoin de facturer, j'ai pas besoin de faire des corrections de 12 à 18 pages. C'est ce que font les autres prépas pour justifier le prix que je vous paye. Moi, je pense à la qualité avant la quantité. Fin de la parenthèse. Donc, très souvent, donc, vous avez des étudiants qui vont se retrouver surpris, en fait, l'été par la densité du programme et le peu de temps qu'il y a, même si toute prépa estivale calée. Et bien souvent, la prépa va vous envoyer un méga sujet que vous allez devoir traiter, mais que vous ne pourrez pas traiter parce que les prépas ne sont pas là pour vous donner des cours. Les cours, vous devez les savoir et les apprendre de vous-même parce que vous avez déjà un master 1 ou un master 2. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les étudiants décrochent l'été et très souvent, il y a, moi, je dirais facile, quasi 30% des étudiants qui ne se présentent finalement pas au CRFPA aux écrits. Bon, au moins, ils n'ont pas perdu une chance, évidemment, mais qui ne se présentent pas aux écrits parce qu'ils ne sont pas suffisamment prêts, parce qu'en fait, ils ont été pris par le temps. Et ça, c'est souvent les étudiants qui ont choisi de se préparer l'été. Donc ça, faut bien réfléchir à ça avant, parce que une fois que vous y êtes, eh ben, le temps que vous avez perdu, vous ne pouvez plus le rattraper, malheureusement. Alors, il y a des cours à l'IEJ. Attention, au programme des IEJ, bien souvent, encore une fois, vous avez un M1 ou un M2 pour repasser le CRFPA. L'IEJ n'a pas vocation à vous dispenser des cours. Ils vont souvent faire des rappels sur ce qui est important ou alors vous faire des mises à jour. Et parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont surpris parce qu'en fait, ils sont complètement largués à l'IEJ. Souvent, c'est des étudiants qui travaillent à côté qui sont en reprise d'études, qui veulent reprendre le CRFPA, etc., et dont les cours sont un peu lointains, et ils se disent c'est bon, à l'IEJ, ils vont me préparer. Non, l'IEJ n'a pas vocation à vous dispenser des cours que vous avez déjà, étant donné que vous avez tous des masters. Donc, ne vous faites pas piéger par ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que l'IEJ vous dispense des cours ou des mises à jour ou que sais-je encore que vous devez obligatoirement y aller, que si vous n'y allez pas, vous allez rater le CRFPA. Encore une fois, ça, c'est quelque chose auquel vous devez réfléchir en amont dans votre préparation, parce que si vous voulez, moi, je vais beaucoup plus vite à lire un cours
ou à lire des fiches qu'à écouter un cours à la fac, parce que souvent, bah, les enseignants vont, on les connaît, vont s'étaler, vont pas être efficaces du tout. Donc parfois, c'est pas la meilleure idée d'écouter un cours, que ce soit à l'IEJ ou que ce soit dans le cadre d'une prépa. Pareil pour les corrections vidéo. Si ce sont des très longues corrections qui accompagnent une correction de 18 pages, on oublie. Il faut que vous fassiez différemment. Et d'ailleurs, moi, dans ma prépa pour les corrections en droit des obliges notamment, tout est interactif et c'est moi qui vous pose des questions et qui vous fait réfléchir. Je ne suis pas là pour vous dispenser aucun cours, mais c'est vous qui êtes là pour travailler plus que moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai entendu encore? J'ai bientôt terminé. Vite, vite, il n'y a plus de place. Inscris-toi dès maintenant pour commencer. Alors ça, souvent, vous allez avoir des appels comme ça, des prépas, des appels de forceurs où ils vont vous dire, bah, si vous n'avez pas de prépa, vous allez pas réussir. Vite, il ne reste pas beaucoup de place. Donc, inscris-toi dès maintenant. Donc, tout ça, c'est du marketing. Donc, réfléchissez calmement à ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire. Et évidemment, il n'y a pas plus de place dans les prépas CRFPA. Ce sont des usines à gaz qui n'attendent que vous. Et enfin, je termine par la dernière phrase que j'ai souvent entendue, c'est impossible de préparer le CRFPA en même temps qu'un M2. Pourquoi? Alors, OK, dans le cadre du M2, tu peux avoir un rapport de stage ou un mémoire à rédiger. Ce ne sera pas avant le mois de mai. Et souvent, en M2, si on ne croule pas sous le travail, on ne croule pas sous les cours. Alors, pas tous les M2, je ne connais pas tous les M2 de France et de Navarre, mais bien souvent, en M2, ça se passe comme ça. Donc, c'est du même acabit que si tu bosses à côté, tu ne peux pas réussir le CRFPA. Ça n'a strictement rien à voir. Tout est une question d'organisation, de productivité. M1, M2 ou pas. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. J'en ai terminé avec tout ce que j'ai entendu à débunker. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est l'occasion de me les poser dans le chat. Je vous ai assommé. Parce que pour le moment, je vois pas de questions. Mais je ne sais pas si c'est un problème de ma part ou pas. La spécialité droit international est-elle si dure qu'on l'entend? Alors, c'est pas qu'elle est dure, c'est qu'elle est aléatoire. Donc, tu fais ce que tu veux de ma réponse, mais elle est aléatoire. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin, il me semble que c'était il y a 2 ans. Le programme, c'est du droit international privé et on leur a posé des questions en droit international public. Donc, évidemment, tout le monde a eu 4. C'est pas parce que c'était dur, c'était hors programme, mais c'est toi et ta chance. C'est comme ça. L'organisation idéale serait laquelle selon toi? Bah là, comme ça va être difficile de répondre puisqu'il n'y a pas d'organisation idéale. Une organisation, ça se construit en fonction de ses disponibilités et de ses compétences dans chacune des matières. Est-ce que tu conseilles une préparation différente pour le droit des obligues par rapport aux autres matières? Tout dépend de ton niveau en droit des obligues, mais je conseille de mettre l'accent plus sur le droit des obligues que sur le reste, parce que pour moi, le droit des obligues et la note de synthèse, c'est ce qui fait réussir bien souvent les écrits au CRFPA. Que penses-tu des fiches ou protocoles? As-tu des conseils sur les moyens de révision? Que penses-tu des fiches et ou protocoles? Alors moi, je propose des fiches de révision en droit des obligations. En droit des obligations, c'est 50 fiches de révision. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est génial. Tout est là. Tout est condensé en 50 fiches. Alors après, il y a des étudiants qui me disent, oui, mais non, dans 50 fiches, il n'y a pas tout. Si, en 50 fiches, il y a absolument tout. Parce que quand bien même dans un fascicule, il y aurait tout. Est-ce que vous êtes en mesure d'apprendre tout ce que contient un fascicule? Non. En revanche, vous êtes en mesure d'apprendre 50 pages de fiches et ensuite de mobiliser vos connaissances, de réfléchir et de raisonner. C'est à ça que ça sert les fiches. Et 50 pages de fiches en droit des obliques, c'est quand même pas mal étant donné qu'il faut les apprendre absolument par cœur. Et je propose également des fiches en procédure civile, cette fois sous format paysage, et il y a 25 pages. Pareil, c'est absolument, absolument par cœur.
Pour les protocoles, alors je pense que tu parles plutôt des majeurs. Moi, j'en ai fait en droit des obligues et en procédure civile. Et ça aussi, c'est quelque chose à apprendre absolument, absolument par cœur. Parce que pourquoi, vous ne le savez peut-être pas, mais le CRFPA est une épreuve de rapidité. Et ça, vous vous en rendez compte lors des premiers entraînements. Et quand on passe le CRFPA, si vous voulez, si on avait tous une heure de plus pour chacune des épreuves, on y arriverait presque tous. Et en fait, ça se joue là-dessus, le CRFPA, ça se joue sur la rapidité avec laquelle vous allez répondre aux questions. Donc, pour répondre rapidement, vous devez connaître les majeurs par cœur. Alors, pas forcément le contenu des articles par cœur, mais quand même tel article dit ça. Et ensuite, une fois que j'ai énoncé tel article, telle règle, c'est ensuite cette règle qui va venir là. Et moi, je propose des majeurs en droit des obligues et en procédure civile et à mes élèves de ma prépa et aux élèves qui accèdent à mes produits, je martèle que vous devez les apprendre absolument par cœur pour que ça vienne comme ça tout seul lorsque vous rédigez. J'essaye de suivre vos questions. Je souhaitais savoir si bosser les cours est important. Je suis en M2 en alternance, j'essaie de prendre de l'avance, mais je passe beaucoup de temps à les réviser. Quels sont tes conseils? Alors, du coup, Marie-Josée, tu parles de quels cours? Des cours du M2 ou des cours du CRFPA? Dès que tu me réponds, je te répondrai. Tu conseilles de faire une veille juridique en même temps que que les révisions, c'est-à-dire, et pourquoi? Selon toi, combien de temps faut-il consacrer à la préparation quand on travaille 35 heures à côté STP? Idéalement, rajouter 10 heures, ça te fait des semaines de 45 heures, mais ne pas oublier de prendre des jours et des journées de pause off, et de poser des jours de congé pour le boulot parce que la priorité, bah, ça reste le CRFPA. Je sais, c'est pas évident, mais c'est tout à fait possible. J'ai beaucoup d'étudiants de ma prépa qui sont dans ce cas. C'est possible, c'est une organisation. Tes fichiers majeurs sont à jour par rapport aux réformes. Je parle notamment de la procédure civile. Tout est à jour et réforme de 2024 sur la cour d'appel. Et d'ailleurs, je vous propose également, ça c'est hyper intéressant, c'est les corrections des sujets d'anal en droit des obligues et en procédure civile. Je propose les quatre sur mon site et dans ma prépa, les corrections des quatre derniers sujets. Et ça aussi, notamment en procédure civile, parce que ça bouge beaucoup, c'est à jour. Sinon, les réponses n'auraient plus aucun sens avec, avec les dispositions actuelles. La veille pour être au courant de l'actualité juridique, oui, tu peux tout à fait en faire gentiment, puisque l'actualité juridique, ça fait partie du programme de grand oral que tu passeras une fois que tu auras réussi les écrits. Donc, carrément. Oui, pour les procédures civiles d'exécution, je serai à jour de la réforme. Alors, pour le moment, c'est pas l'urgence. Et aussi, c'est pas, alors, c'est pas que c'est pas important, méga important, mais c'est que les procédures civiles d'exécution, c'est tombé, remarque, c'est tombé, et je les avais dit aux élèves de ma prépa, j'avais fait un petit focus pour les étudiants qui passaient la procédure civile, je leur avais fait un petit focus, je leur avais préparé des sujets d'entraînement avec de la procédure civile d'exécution parce que j'ai senti un petit peu et effectivement, c'est tombé. De toute façon, si vous achetez mes fiches ou si vous accédez à ma prépa aujourd'hui et qu'il y a des réformes et que je mets les produits à jour, vous recevez systématiquement un mail avec le protocole pour télécharger les produits à jour. Et d'ailleurs, je suis à jour de vos questions, je crois. Est-ce que vous avez des questions de rien, de rien, de rien? J'espère que je vous assomme pas et que je vous fais pas peur. Tu penses que toutes les difficultés, ben, lapsus, tu penses que toutes les spécialités sont identiques en termes de difficulté? Je pense que c'est impossible de faire des sujets de niveau identique sur cette spécialité avec des profs et des correcteurs différents. Je vous dis ça en termes de logique. Après, si vous voulez une réponse de bisounours, oui, oui.
toutes les spécialités, le niveau pour pour les spécialités sont le même. Sauf qu'ici, on est dans la vraie vie et moi, je suis là pour dire des vérités. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais si vous me connaissez, vous savez comment je suis. Si vous ne me connaissez pas, voilà comment je suis. Et je suis là pour vous préparer à la réalité. Et la réalité, c'est ça. Et la réalité, il y a des choses qu'on peut changer, vous pouvez agir sur vous. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas agir sur les autres, vous ne pouvez pas agir sur la chance, vous ne pouvez pas agir sur l'injustice du fait que les commissions du CRFPA ne sont pas en mesure de faire des sujets de niveau absolument équivalent pour tout SP. Après, c'est mon avis à moi, hein. Et du coup, toujours dans le même acabit, est-il vrai que la spécialité de droit des affaires est particulièrement éprouvante? Alors, oui, l'aspect droit des affaires, quand je lis les sujets, je la trouve difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est très dense. Et il y a certaines spécialités qui sont plus denses que d'autres. C'est comme ça. Après, est-ce que tu vas ne pas prendre le droit des affaires alors que tu aimes ça et que tu veux en faire ton métier parce que l'épreuve est plus difficile? Moi, je ne serais pas de cet avis. Je ne fonctionne pas comme ça personnellement. Oui, le Zoom, vous pourrez y accéder en... je vais le mettre sur YouTube et je vous enverrai, vous aurez le lien. Donc, oui, pour les spé, c'est vous et votre chance. En revanche, enfin, c'est vous et votre chance. Oui et non, vous me comprenez. Et par contre, obligue, note de synthèse, procédure, là, on est sur de la valeur plus sûre quand même. J'essaye de suivre vos questions. Alors, conseillerais-tu de travailler prioritairement la note de synthèse et le droit des obligations avant les matières spé si on a peu de temps? Très bonne question. Alors, je te conseillerais de travailler prioritairement le droit des obligues avant la note de synthèse. De pas, si tu n'as pas beaucoup de temps, ne pas faire trop de notes de synthèse parce que faire plus, pour moi, faire plus de 6 notes de synthèse, ça n'a pas de sens. Dans ma prépa, je propose 6 corrections en notes de synthèse parce que ça suffit largement. Dès lors que vous avez la bonne méthode, que vous connaissez les bonnes astuces, que vous connaissez les erreurs à ne pas commettre, que j'ai attiré votre attention sur les erreurs que vous commettez tout le temps et que je vous ai fait re-rédiger vos copies et que je vous ai montré des copies, que vous avez corrigé les copies des autres, etc., il n'y a pas besoin d'en faire plus de 6 parce qu'il faut savoir qu'une note de synthèse, si vous ne le savez pas, c'est 5 heures et c'est très, très, très énergivore. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au CRFPA, la note de synthèse, ce n'est pas la priorité multimaximale. Et souvent, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au CRFPA, c'est que vous travaillez. Et si vous travaillez, vous êtes déjà meilleur en note de synthèse. Vous savez mieux synthétiser les choses, vous savez mieux vous exprimer. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Personnellement, moi, la troisième note de synthèse que j'avais faite de toute ma vie, c'est celle du CRFPA et j'avais eu une très bonne note. Euh, et ensuite, l'autre question que tu m'as posée, donc, prioritairement, travailler le droit des obligues. Intégrer gentiment les notes de synthèse sans en faire des milliers des ans, c'est pas la peine parce que tout le temps que vous passez à faire des notes de synthèse, c'est du temps que vous ne passez pas à faire des choses importantes que vous devez apprendre, alors que la note de synthèse, c'est une méthodologie. Et la méthodologie, dès lors que vous l'avez, ça ne va pas disparaître, c'est comme le vélo. Ensuite, effectivement, le droit des obligues, ça doit passer avant la procédure et les spé. Et tu choisis en fonction de la procédure, de l'aspect de la procédure, ce dans quoi tu es le moins bon. Et donc, dans ce cas-là, tu as ton ordre. Je vous déconseille en revanche de délaisser une matière pendant un mois. En fait, tous les mois, je vous conseille de faire beaucoup de droit des obligues et de spé et de procédure l'un ou l'autre, mais de ne délaisser jamais une matière pendant un mois. Une mauvaise note en spé
pardon, je sais pas lire, n'impactera pas forcément énormément la note finale dans ce cas. Bah, si tu as 4 en spé, ça va pas être bon, hein, forcément, hein. Tu conseilles de multiplier les entraînements ou plutôt passer un peu plus de temps à apprendre les cours. Dès lors que tu es à peu près prêt et que tu connais les grandes notions, par exemple en droit des obligations, si tu connais mes fiches, ça y est, tu peux y aller. Quelle est la différence entre les fiches et les majeurs? Les fiches, c'est des fiches de révision. Donc, les fiches de révision, c'est un condensé de cours. C'est un condensé du programme de droit des obligations en 50 pages. En revanche, les majeurs, c'est pas du cours, c'est des majeurs que j'ai pré-rédigés. Et dès qu'on va vous poser une question en droit des obligations, une question par exemple sur le vice du consentement, bah, pour le vice du consentement, vous devez pas, admettons, on vous pose une question sur le dol. Bon, eh ben, grave erreur si vous commencez directement à partir sur le dol. Avant, vous devez parler de les conditions de validité du contrat, donc conditions de nullité, cas de nullité du contrat. Lorsqu'il y a un vice du consentement, c'est tel article. Et parmi les vices du reconsentement, on retrouve c'est tel article. Parmi les vices du consentement, on retrouve l'erreur, la violence, le dol. Concernant le dol, tout ça, tout ce que je vous viens de vous dérouler, c'est une majeure. Et dès qu'on vous pose une question sur un vice du consentement, c'est toutes ces règles de droit qui doivent s'enchaîner et que vous devez mettre sur votre copie. C'est ça, mes majeurs en droit des obligations. Et je propose la même chose en procédure civile. Et ça, vous devez l'apprendre par cœur pour que ça vienne comme ça. Est-ce que les majeurs concernent tout le programme? Oui, les majeurs concernent tout le programme. Après, j'essaye de faire un truc sensé dans le sens où ça concerne tout ce qui a le plus de chances de tomber parce que moi, je propose des choses prêtes à l'emploi que vous devez apprendre par cœur. Donc, en termes de densité, ça doit être possible. Vous devez être en mesure de pouvoir les apprendre par cœur. Donc, je reste pragmatique. Et puis après aussi, le par cœur, tout ce que vous avez appris par cœur dans votre tête, votre cerveau, si on vous pose une question sur quelque chose que vous ne connaissez pas, et d'ailleurs, c'est ce qui nous arrive tout le temps quand on est avocat, et ben avec tout ce qui est rangé dans votre petite tête, et ben vous allez pouvoir normalement raisonner avec tout ce que vous apprenez, tout ce que vous avez appris. Et en gros, les majeurs viennent compléter les fiches. C'est deux supports totalement différents qui ont un objectif totalement différent. Est-ce que je suis à jour des questions? C'est pas mal tout ce que j'ai dit déjà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, j'ai beaucoup parlé quand même, j'ai très soif. Pour le moment, il n'y a rien, mais peut-être que vous êtes en train d'écrire, parce que souvent quand je dis ça, après je me fais surprendre, ça y est, je me fais surprendre. Petite question ouverture, mais est-ce que tu penses que le CRFPA est essentiel pour travailler dans le milieu juridique? Bah, il est essentiel pour doubler ton salaire, hein. Ça, si tu veux être juriste sans être avocat, si tu as le CAPA, ton salaire n'est pas le même, hein. Ça peut doubler ton salaire. C'est réel, ça. Pour réviser, conseilles-tu de revoir les cours de licence ou se baser sur les manuels propres au CRFPA? Moi, j'avais utilisé mes cours de licence et à l'IEJ, il y avait des mises à jour. Donc, j'avais intégré les mises à jour directement dans mes cours de licence. Pourquoi? Parce que de toute façon, je n'avais pas d'argent pour m'acheter des livres. Alors, j'avais fait comme ça et CRFPA, je l'ai eu du premier coup. Donc, j'ai pas de bonne réponse à ça. Il faut juste être attentif aux réformes. Il y a eu une réforme en droit des contrats, donc en droit des obligations en 2016. Depuis, c'est pas passé grand-chose. Voilà.
Je reste attentive si vous avez d'autres questions. Après, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, je suis toujours dispo. Vous pouvez m'écrire sur Insta, vous pouvez me faire un mail. Si vous voulez des infos sur la prépa, vous pouvez réserver un appel découverte. D'ailleurs, j'ai ouvert ma prépa estivale. Pareil, toutes les infos se trouvent sur mon site. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez payer en 3 fois. Et enfin non, pas ouverture de la prépa, mais début de la prépa le 15 juin. Et tous les fiches, là, tous ceux dont je vous parle, que ce soit les fiches de droit des obliques, les majeurs, les fiches de procédure civile, etc., je propose des packs, des packs et des méga packs pour les étudiants qui passent le CRFPA. Tout est sur mon site et vous pouvez télécharger gratuitement des extraits pour voir si mes fiches vous conviennent et si vous allez pouvoir travailler avec ces supports. Concernant les codes, as-tu des conseils pour bien préparer son code? Euh, eh bien, non, je pourrais pas répondre à cette question dans le cadre de ce live parce que c'est plus live sur le CRFPA à proprement parler et préparer son code, c'est beaucoup trop long. Je peux pas t'expliquer comme ça comment préparer ou pas son code. Moi, je le préparais pas. Et après, dans ma prépa, je propose une vidéo, une masterclass pour expliquer comment le préparer. Mais le code, faut le préparer avec vos majeurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être que vous êtes encore en train de tapoter sur votre ordi, donc j'attends un petit peu. Pour le moment, vous n'avez pas d'autres questions. J'attends un tout petit peu et sinon, nous allons pouvoir nous séparer. Bon, là, je pense que vous ne pianotez plus, sinon c'est une très 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 longue phrase que vous pianotez et là, il faut vite appuyer sur Entrée. J'attends 10 secondes et après on peut se retourner vaquer à nos occupations. J'ai plus l'impression qu'il y ait de questions. Je vous ai dit peut-être beaucoup de choses. Le live sera disponible en replay si vous l'avez pris en cours de route. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Insta ou bien par mail si vous le souhaitez. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, des bonnes révisions. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée. À bientôt.